bientôt fêter le 40e anniversaire de notre rencontre, donc c'est quand même pas d'hier. Félicitations. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les icônes de notre passé révèlent enfin leurs secrets les plus enfouis. Prenez place avec nous, car l'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui risque de bouleverser tous vos souvenirs d'enfance et d'adolescence. Ils étaient le visage éclatant et absolument incontournable de la télévision française pendant des années. Ils ont fait couler les larmes, guéri les cœurs brisés et poussé des millions de téléspectateurs à affronter la vérité sur les ondes nationales. Mais quand le grand rideau de velours s'est refermé, quand les caméras se sont éteintes, eux-mêmes ont plongé dans une immense illusion dissimulant une profonde fracture personnelle et un silence pesant qui a duré 4 longues années. Aujourd'hui, à 66 ans, Pascal Bataille brise enfin ce silence assourdissant avec une franchise bouleversante. Il ne s'agit pas d'une simple anecdote de télévision pour attirer l'attention, mais de la véritable histoire d'un homme qui a courageusement caché une maladie invalidante pendant plus de 30 ans. C'est le récit saisissant d'un survivant qui a récemment frôlé la frontière fragile de la mort lors d'une grave opération chirurgicale. Surtout, c'est le moment où il révèle la vérité nue, sans artifice, sur sa relation complexe avec son frère de cœur, Laurent Fontaine. Comment un duo qui semblait si parfaitement uni a-t-il pu voler en éclats dans l'ombre? Qui a réellement confisqué cette fraternité fusionnelle que la France entière admirait tant à l'aube des années 2000? Sommes-nous vraiment prêts à comprendre le prix exorbitant que cette redoutable machine du divertissement exige en échange de la gloire? Sous les projecteurs éblouissants, Pascal Bataille incarnait la voix réconfortante d'une époque troublée, un confident pour toute une nation. Leur programme télévisé était devenu un rituel incontournable, une thérapie collective pour une société avide de sincérité. Le public voyait un homme serein, toujours prêt à porter la douleur des autres. Pourtant, dans les couloirs froids de ce succès phénoménal, ses propres blessures s'accumulaient. Ne vous laissez pas tromper par les rires de façade. Quand les applaudissements cessaient, un combat solitaire terrifiant commençait pour lui, un fardeau invisible qui, s'il avait été exposé, aurait pu détruire sa place au sommet. Vous demandez-vous quel était ce secret si lourd à porter? Voulez-vous savoir comment le cynisme du monde médiatique a fini par consumer une amitié légendaire jusqu'à la rupture? La suite de cette histoire incroyable vous attend juste après. Pour comprendre l'ampleur de la chute et le poids des secrets, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse de leur succès. Nous sommes à la fin des années 90 et au début des années 2000. En France, la télévision est une religion, un rendez-vous sacré qui rassemble les familles entières autour d'un seul écran. Dans ce royaume cathodique, la chaîne TF, un règne en maître absolu. C'est dans ce contexte d'effervescence médiatique que Pascal Bataille, un journaliste à l'esprit vif et à la voix rassurante, va construire avec son complice un véritable empire. Au départ, ils font leurs armes aux côtés du grand Jean-Pierre Pernaut dans l'émission culte Combien ça coûte, où ils apprennent les rouages de l'investigation et du contact direct avec les Français. Mais très vite, leur ambition débordante et leur alchimie indéniable les poussent à voler de leurs propres ailes. L'ascension est fulgurante. Il lance d'abord, il n'y a pas photo, un programme de divertissement novateur qui bouscule les codes de la télévision de l'époque. Le public tombe immédiatement sous le charme de ce duo en costume sombre, l'un grand et posé, l'autre plus rond et volcanique. Cependant, c'est en 2002 que la véritable consécration frappe à leur porte avec la création du phénomène absolu. Il n'y a que la vérité qui compte. Cette émission n'était pas seulement un succès d'audience, c'était un séisme sociétal. Chaque lundi soir, en deuxième partie de soirée, des millions de téléspectateurs retenaient leur souffle devant un simple rideau, ce fameux rideau, symbole de séparation et d'espoir, derrière lequel des vies se brisaient ou se réparaient. Pascal Bataille était devenu, aux yeux du public, bien plus qu'un simple animateur. Il incarnait la figure du grand frère bienveillant, du confident national à qui l'on pouvait confier les fautes les plus lourdes et les amours les plus impossibles. Dans une société française post-guerre froide qui commençait à souffrir d'isolement et d'individualisme,
Chaque épisode agissait comme un baume apaisant. Ils recréaient du lien social avec leur société de production Loribel. Ils étendent même leur influence en produisant d'autres succès majeurs comme la méthode Koé, devenant ainsi les rois incontestés du petit écran. L'argent coulait à flot, la gloire était enivrante et l'adrénaline des directs offrait une joie immense à ce jeune homme qui vivait un rêve éveillé. Mais au sommet de l'Olympe médiatique, l'air devient rapidement raréfié. L'ivresse des premières victoires laisse peu à peu place à une pression écrasante, celle de l'audimat, ce tyran invisible qui dicte la valeur d'un homme à la télévision. Chaque matin, les chiffres tombaient comme des coups près. Pascal devait sourire, toujours sourire, peu importe l'épuisement. Il devait écouter les misères du monde alors que son propre monde intérieur commençait à se fissurer sous le poids des responsabilités et d'un secret médical qu'il devait taire à tout prix pour ne pas paraître faible face aux dirigeants de la chaîne. Cette image d'Épinal du gendre idéal de l'homme parfait qui règle les problèmes des autres était en train de devenir une cage dorée dont les barreaux se resserraient jour après jour. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand le confident de toute une nation n'a plus personne à qui se confier? Comment la machine implacable de la télévision commence-t-elle à broyer ceux qu'elle a elle-même élevés au rang d'icône? Ne partez surtout pas, car derrière le rideau de Ya que la vérité qui compte se cachait une réalité bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Et nous allons la dévoiler tout de suite dans la suite de notre récit. Pendant que la France entière s'émerveillait devant les sourires éclatants de Pascal Bataille sur les écrans lumineux, une ombre froide et silencieuse s'étendait progressivement dans les coulisses de sa vie. Le public voyait un animateur triomphant, un confident toujours maître de lui-même. Mais la réalité derrière le décor majestueux des studios de télévision était d'une brutalité saisissante. Le succès est un monstre insatiable, une machine redoutable qui se nourrit de la chair et de l'âme de ceux qu'elle prétend couronner. Pour maintenir cette image de perfection, Pascal devait accepter de devenir d'une certaine manière un produit extrêmement rentable pour les dirigeants de la chaîne. Les contrats s'empilaient, les heures de tournage s'étiraient jusqu'à l'épuisement total et la liberté de vivre une existence normale s'évaporait lentement. Chaque décision artistique était scrutée, pesé et souvent écrasé sous le poids de la dictature de l'audimat. Il ne s'agissait plus seulement de créer des émissions pour rassembler les gens, mais de produire des chiffres toujours plus vertigineux pour satisfaire les annonceurs publicitaires. Pourtant, la véritable tragédie de Pascal Bataille ne résidait pas seulement dans l'aliénation de ce rythme infernal. Le secret le plus lourd qu'il portait chaque soir sur le plateau n'était pas lié aux audiences, mais à son propre corps meurtri. Depuis l'année 1993, alors même qu'il entamait son ascension fulgurante, un diagnostic médical terrifiant était tombé comme une sentence implacable. Il souffrait d'une tumeur bénigne, un neurinome logé dans son oreille gauche. Ce mal invisible lui a progressivement volé 75% de son audition d'un côté. Pire encore, cette maladie le condamnait à vivre avec des acouphènes permanents, un sifflement constant et assourdissant qui lui interdisait à jamais de connaître le repos véritable du silence. Mais dans cette industrie impitoyable du divertissement, avouer une telle faiblesse physique aurait signé son arrêt professionnel. Un animateur vedette ne peut pas se permettre d'être sourd, de montrer une faille ou de demander grâce. Il a donc choisi de se taire, de masquer sa douleur sous des couches de maquillage et de professionnalisme absolu. Cette double vie devenait une torture psychologique insoutenable. Imaginez ce vertige quotidien, écouter les larmes et les secrets des invités, devoir faire preuve d'une empathie totale tout en luttant intérieurement contre un bruit incessant dans sa propre tête et l'épuisement d'un emploi du temps inhumain. Le monde de la télévision ne le protégeait pas. Il essorait jusqu'à la dernière goutte de son énergie vitale. La complicité légendaire qu'il partageait avec Laurent Fontaine commençait, elle aussi, à subir les secousses de cette pression toxique, les réunions interminables pour leur société de production, les exigences démesurées des diffuseurs et l'éloignement naturel de deux hommes usés par le système ont lentement instillé un poison invisible dans leurs relations. Ils étaient devenus les rouages essentiels d'un mécanisme qui les dépassait totalement, des rois prisonniers d'un château de cartes qui menaçait de s'effondrer à la moindre baisse d'audience.
La lumière des projecteurs est trompeuse, elle éblouit ceux qui la regardent, mais aveugle ceux qui se tiennent dessous. Comment un homme peut-il continuer à porter les vérités de tout un pays quand sa propre vérité intérieure le ronge à petit feu? Qu'arrive-t-il lorsque ce château de cartes s'écroule soudainement et que le silence absolu remplace les applaudissements assourdissants? Vous découvrirez dans quelques instants comment la chute vertigineuse est arrivée et comment l'industrie de la télévision a réagi lorsque le rideau s'est définitivement fermé sur leur âge d'or. Ne manquez surtout pas la suite, car le grand bouleversement de la vie de Pascal était sur le point de frapper à sa porte. Icônes et silences, Jean, Noah et puis, comme toutes les grandes épopées télévisuelles, l'éclat des projecteurs a commencé à faiblir le public. Autrefois si fidèle, s'est tourné vers de nouveaux formats et la machine impitoyable de l'industrie du divertissement est passée à autre chose sans un regard en arrière. Pour Pascal Bataille, cette fin d'époque ne fut pas seulement une transition professionnelle, mais le début d'un isolement profond. L'impensable s'est alors produit. Ce duo fraternel qui semblait indestructible à l'écran s'est disloqué dans un silence absolu. Pendant 4 longues années, Pascal et Laurent Fontaine ont cessé de se parler. Il n'y a pas eu de scandale retentissant, pas d'éclat de voix sur la place publique, mais simplement une distance glaciale qui s'est installée entre eux. Pascal s'est retiré loin du tumulte parisien, trouvant refuge dans la tranquillité du bassin d'Arcachon, au Cap Ferré. La télévision les avait unis, la fatigue et les désaccords silencieux les avaient séparés. Le monde de l'audiovisuel, qui les avait portés au nu, regardait cette séparation avec une indifférence glaçante, confirmant que dans ce milieu, on n'est souvent qu'un produit jetable une fois l'audience retombée. Cependant, le destin réservait à Pascal une épreuve bien plus terrible que l'oubli médiatique. Alors qu'il pensait avoir trouvé une certaine sérénité loin des caméras, une nouvelle foudroyante est venue bouleverser son existence. À la fin de l'année 2024, les médecins lui annoncent une nouvelle effroyable, un diagnostic qui remet tout en question. Il est atteint d'une tumeur au poumon. La réalité de la maladie frappe avec une violence inouïe, balayant instantanément toutes les futilités du show business. Pascal doit affronter l'angoisse des hôpitaux, la peur de l'inconnu et subir une lourde intervention chirurgicale pour se faire retirer une partie de son poumon. Dans le silence de sa chambre de convalescence, loin des applaudissements et des projecteurs, il se retrouve face à sa propre vulnérabilité. L'homme qui avait passé sa vie à écouter les drames des autres vivait désormais le sien, seul face à l'immensité de l'épreuve. Ce face-à-face avec la fragilité de l'existence l'a profondément transformé. La gloire passée, l'argent, les records d'audience, tout cela s'effaçait devant l'urgence de vivre et le besoin viscéral de vérité. Vous vous demandez sûrement comment on se relève d'une telle descente aux enfers et surtout ce qui se passe quand on frôle le pire et qu'on décide enfin de régler ses comptes avec le passé. A-t-il pu pardonner à cette industrie dévorante? Et quelle vérité inavouée a-t-il finalement révélé sur Laurent Fontaine après ces années de silence brisé? Restez avec nous, car le moment le plus poignant de notre récit, l'instant de la révélation, arrive tout de suite. C'est à l'âge de 66 ans, profondément marqué par les épreuves et le corps meurtri par la maladie de ces dernières années, que Pascal Bataille décide enfin de briser ce pesant silence médiatique. Lors d'une interview poignante qui a immédiatement bouleversé la France entière, il choisit de ne plus rien cacher à son public adoré, face aux mêmes caméras qu'il avait autrefois érigées en demi-dieu du petit écran. Il reprend le contrôle total de sa propre histoire avec une voix calme, mais d'une puissance redoutable. Le public s'attendait peut-être à de sombres règlements de compte ou à des révélations scandaleuses sur son ancien partenaire, mais la vérité qu'il dévoile est infiniment plus profonde et salutaire. Pascal ne blâme absolument pas Laurent Fontaine pour leurs 4 années de séparation glaciale. Au contraire, il pointe du doigt le véritable bourreau de leur précieuse amitié, cette immense machine broyeuse qu'est l'industrie télévisuelle.
Avec une lucidité frappante, il dénonce ses dirigeants de chaînes impitoyables et ses directeurs des programmes d'une époque révolue, ces décideurs de l'ombre qui ne voyaient en eux que de simples parts de marché extrêmement lucratives et des courbes d'audience à maximiser coûte que coûte. Il raconte comment les exigences de production insensées et la pression constante des annonceurs ont fini par aspirer leur humanité. Le système les a transformés en machines de travail vides de l'intérieur, devenus totalement incapables de se soutenir mutuellement dans la détresse. La télévision les avait gavés de succès tout en les affamant de véritable authenticité. Puis, avec une émotion très palpable qui fait légèrement trembler sa voix, Pascal livre la véritable conclusion majestueuse de ce silence absolu. Lorsque le diagnostic terrible du cancer a frappé à sa porte, lorsque la frontière de la vie s'est subitement rétrécie avant sa lourde opération chirurgicale, toutes les rancœurs superficielles du passé ont instantanément volé en éclats. Laurent Fontaine n'était plus le collègue lointain avec qui il était en désaccord. Il est immédiatement redevenu ce frère d'armes inconditionnel, cet ami irremplaçable de leurs tout premiers jours de galère. Les 4 interminables années de mutisme se sont effacées comme par magie dans l'urgence absolue de la survie. Ils se sont retrouvés avec une tendresse infinie, se sont pardonnés l'un l'autre, comprenant enfin qu'ils avaient tous deux été les victimes collatérales d'un univers qui isole cruellement ceux qu'il prétend célébrer avec ferveur. La France entière, devant son téléviseur, a soudain ressenti un immense frisson d'empathie face à cette réconciliation inespérée et magnifique. Cette confession incroyablement courageuse n'était pas seulement une libération psychologique pour Pascal, c'était un véritable acte de résistance contre un monde du divertissement terriblement cynique, un milieu qui oublie bien trop vite que ces icônes sont avant tout faites de chair, de sang et de larmes véritables. Avez-vous déjà réfléchi à la véritable valeur des relations humaines face au mirage trompeur de la célébrité éphémère? Ne partez pas maintenant, car la réflexion universelle que notre animateur nous laisse aujourd'hui en héritage mérite d'être écoutée jusqu'à la toute dernière seconde de notre émission. L'histoire bouleversante de Pascal Bataille dépasse largement le cadre intime de sa propre existence et de sa carrière exceptionnelle. Elle devient le miroir éclatant dans lequel se reflètent les failles profondes de toute une industrie du divertissement. Une industrie souvent trop prompte à fabriquer des idoles pour mieux les dévorer ensuite, à travers son témoignage empreint d'une incroyable dignité. C'est la voix de dizaines d'autres artistes de l'ombre, d'animateurs épuisés et de célébrités oubliées qui résonnent soudainement. Combien de talents ont été pressés comme des citrons par ce système implacable avant d'être jetés dans l'oubli le plus total dès lors que l'audience fléchissait, et si l'industrie de la télévision apprenait enfin à traiter ces figures publiques comme de véritables êtres humains vulnérables, et non plus comme de simples produits de consommation jetables sommes-nous en tant que public, enfin prêts à écouter la douleur silencieuse de nos idoles avant que les lumières des plateaux ne s'éteignent définitivement sur leur détresse. Pascal a prouvé que la résilience humaine est infiniment plus puissante que n'importe quel succès éphémère ou chiffre d'audience. En osant affronter ses propres démons, en pardonnant à l'ami qu'il avait perdu de vue et en survivant à la maladie qui menaçait de l'emporter, il nous offre la plus belle définition de la vérité absolue. Il ne s'agit plus de juger les autres derrière un rideau de velours, mais d'accepter ses propres faiblesses avec une honnêteté désarmante et un courage exemplaire. Aujourd'hui, nous avons écouté cette confession avec le cœur ouvert, non seulement pour nous souvenir avec nostalgie d'une époque dorée de la télévision française, mais surtout pour changer notre regard sur ceux qui font le spectacle au péril de leur propre santé mentale et physique, comme Pascal l'a si justement et poétiquement résumé à l'aube de cette nouvelle vie. La phrase résonne désormais comme une merveilleuse évidence pour nous tous. Je ne cherche absolument pas la pitié ou la compassion de qui que ce soit. Je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix pour que la vérité, la vraie, reprenne enfin tous ses droits.